Et je suis maintenant en compagnie de Claire Agnès Guettin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes formatrice en économie et vous avez publié avec Benjamin Zimmer une entreprise responsable et rentable, c'est possible. C'est aux éditions Content A. C'est un livre d'entretien avec une vingtaine d'entrepreneurs. Et d'abord, cette question, qu'est-ce que c'est une entreprise responsable ? C'est très large comme mot, on l'entend beaucoup, mais finalement, c'est jamais trop ce qu'il faut mettre derrière. Alors pour nous, pour Benjamin Zimmer et pour moi-même, une entreprise responsable, c'est l'incarnation du développement durable au niveau d'une entreprise. C'est-à-dire avec bien les trois piliers, le pilier environnemental, le pilier social et sans oublier le pilier économique. Avec les externalités. Une entreprise responsable va diminuer au maximum ses externalités négatives et essayer d'accroître au maximum les externalités positives. Ah, attendez. Une externalité. C'est quoi une externalité ? Une externalité, c'est la conséquence d'une activité productive qui n'est pas prise en compte dans un prix de vente. On va prendre un exemple concret. Vous achetez un t-shirt qui est fabriqué à l'autre bout du monde. Pour venir jusqu'à chez vous en France, il a émis des gaz à effet de serre qui ne sont pas pris en compte dans le prix de vente. Donc c'est une conséquence, c'est un effet secondaire de la production d'un bien ou d'un service qui n'est pas dans le prix de vente. D'accord. C'est le souci justement, c'est qu'on voudrait essayer d'internaliser les externalités dans le prix de vente. D'accord, donc ce que vous me dites par exemple, c'est que si je fais venir un t-shirt de Chine, j'ai effectivement le coût du transport qui est pris en compte dans le prix de vente, mais je n'ai pas les émissions de CO2 de l'avion. Pour prendre cet exemple-là, oui, ou du cargo s'il est venu en cargo. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, vous dites une entreprise responsable fait passer sa finalité économique avant sa finalité financière. La finalité financière, c'est d'avoir un profit positif, c'est-à-dire des produits supérieurs aux charges à la fin de l'année quand on fait les comptes annuels. Ouais. La finalité économique, c'est la pérennité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a deux formes de modèle économique. Soit vous avez une entreprise qui va être sur un marché qui est connu, qui va d'emblée vous présenter plein de produits et qui va tout de suite marger assez rapidement. Soit vous avez une entreprise qui va devoir créer son marché, qui demande beaucoup de recherche et développement. Et là, ça va prendre plus de temps. Mais c'est pas pour ça. Donc, elle ne sera pas rentable dès la première année, mais c'est pas pour ça que son modèle économique n'est pas rentable. Donc nous, on s'est attaché au modèle économique, savoir s'il était rentable ou pas. Il y a certaines entreprises qui, certaines années, ont eu des résultats financiers qui étaient négatifs, mais c'est pas pour ça que le modèle entier n'est pas rentable. D'accord, mais sauf qu'aujourd'hui, ça c'est très peu accepté par le monde financier, c'est-à-dire qu'on regarde quand même le bilan comptable à la fin de l'année. C'est pour ça que dans le livre, on n'a pas seulement des entreprises qui produisent des biens ou des services, on a aussi demandé à des financiers de nous parler de ça. Et il y a pour l'instant, ça se développe, alors pas tous les financiers, mais les financiers commencent à comprendre qu'il faut arrêter de regarder à court terme l'EBITDA à 3 mois, qu'il faut regarder à long terme si l'entreprise va pouvoir créer de la valeur à long terme ou pas. Et en plus, j'insiste sur l'entreprise responsable qui crée de la valeur pour toutes ses parties prenantes. En fait, l'entreprise responsable, elle est responsable dans son activité, avec les externalités dont on parlait, mais aussi dans son fonctionnement. Dans son fonctionnement, elle doit être responsable au quotidien. C'est chaque décision qui doivent être prises en se disant « et si je faisais mieux ? Est-ce que je ne pourrais pas améliorer ça ? Est-ce que j'ai un achat à faire ? Est-ce que je peux changer de fournisseur pour avoir un produit plus responsable ? Est-ce que je peux proposer un produit qui est encore plus utile, qui favorise le progrès social, qui réduit les déchets, qui réduit la pollution ? L'externalité négative la plus courante, c'est la pollution. On pense à la pollution atmosphérique, mais il y a aussi la pollution sonore, la pollution visuelle, toutes les formes de pollution, la pollution olfactive, donc je mets un exemple dedans. Enfin, toutes les formes de pollution. Et en fait, à chaque décision, c'est se demander « et comment je fais mieux ?» Mais c'est très très compliqué parce que des fois, enfin souvent même d'ailleurs, faire mieux, c'est aussi avoir un coût beaucoup plus élevé. C'est pour ça qu'on a décidé de prouver, en fait, alors c'est même pas nous qui le prouvons, c'est les entreprises qui sont dans ce livre. Donc on peut en citer quelques-unes, ça commence par 1083, Camif, une marque de jeans qui sont fabriqués en France. Camif qui fabrique donc de l'ameublement avec des produits. Par exemple, Camif, il va vous donner un exemple très concret. Dans le canapé, il y a du coton. Il y a encore des matières coton. Le coton, on le sait, c'est une industrie qui est très polluante. Qu'est-ce que Camif essaye de faire ? Ils essayent de réduire la part du coton qu'on appelle encore conventionnel pour avoir du coton soit qui est recyclé, soit carrément d'autres matières comme le lin. Ils sont en train de travailler sur le lin. Et il le dit mot pour mot. Donc oui, ça coûte plus cher, mais le renoncement d'aujourd'hui feront mes profits de demain. Pourquoi ? Parce que
c'est quelque chose, en fait, l'important des entreprises responsables, c'est qu'elles répondent à une demande des consommateurs. Les consommateurs, maintenant, ne sont plus seulement passifs à recevoir de la publicité, à absorber de la publicité et à acheter les produits qu'on leur demande d'acheter. Ça ne se passe plus vraiment comme ça. Les consommateurs sont devenus ce qu'on appelle des consommateurs, qui vont eux-mêmes chercher l'information, qui se renseignent sur les conditions de fabrication de ces produits, qu'elles soient sociales et environnementales. Et donc, Camif, il répond tout simplement que quand on va leur expliquer aux personnes, aux clients, aux consommateurs, que le canapé, il n'est plus rembourré avec du coton conventionnel, mais qu'il est avec, par exemple, du lin, oui, peut-être que la différence de prix, elle est un petit peu plus élevée, mais ils vont préférer aller sur ces produits-là. C'est l'exemple le plus concret, c'est le succès énorme de la marque du consommateur, c'est qui le patron. Il a fait... Sans aucune publicité. Sans aucun commercial. Le plus fort, c'est sans aucun commercial. Il n'y a personne qui va voir... Un packaging très, très bon, il faut le dire. Packaging très bon. Il n'y a personne qui va dans les grandes distributions pour dire distribuer ce produit. Ce sont les consommateurs eux-mêmes. Et comment il a réussi à faire son coup, parce que c'est un coup ce qu'il a fait Nicolas Chaban, et très beau, c'est de dire aux gens, voilà, si vous acceptez de payer cette petite marge, et on parle de petite marge parce qu'on parle de 4 centimes sur un litre de lait, si vous acceptez de payer cette petite marge, ça permet à un producteur français de vivre correctement, décemment avec sa famille. Et bien, quand on dit ça au consommateur, le consommateur, il accepte de payer ce supplément. Et c'est pour ça que les entreprises qui sont responsables deviennent plus rentables. Après, il y a d'autres exemples de réorganisation des coûts, par exemple, si vous voulez. Oui, et on va y venir. Mais pour revenir sur cette question du prix, on l'a bien vu pendant le confinement. Effectivement, il y a beaucoup de Français et beaucoup de consommateurs qui disent oui, je voudrais acheter plus responsable, oui, je veux acheter bio, oui, je veux acheter mieux sourcé et plus local, et j'en passe. Mais au final, c'est quand même le prix qui l'emporte et la grande distrib qui rafle la mise. Donc, on est encore dans une démarche qui prendra du temps, je pense. Oui. Parce que c'est aussi une question de moyens. Absolument. Et même dans la grande distribution, ils sont en train d'essayer c'est ce qu'on pense aussi des entreprises responsables et toute entreprise. Tout secteur d'activité, toute taille d'activité, toute taille d'entreprise, toute région de France. Les entreprises qu'on interviewait, elles sont vraiment dans toutes les régions de France. Même la grande distribution. Donc, on a M. Dominique Selcher de Système U qui est intervenu dans ce livre et qui explique bien, même au niveau de la grande distribution, on peut faire des choses extraordinaires. Au niveau du management, au niveau des référencements de produits beaucoup plus locaux. En fait, il donne une liberté d'action à chacun des magasins pour acheter des produits dans l'environnement et donc avoir des relations avec les fournisseurs qui sont complètement différentes que quand ça passe par une grande centrale d'achat. Vous avez effectivement une vingtaine d'entrepreneurs dans le livre. Il y a quand même beaucoup d'entreprises que je qualifierais de petites ou moyennes. Il y a des PME et il y a des grands groupes. Ouais, les grands groupes à part Système U, la Camif, Seb. Ouais, le groupe Seb, le groupe WeCare, c'est un groupe. Oui, WeCare aussi. Mais néanmoins, on n'est pas sur des gros industriels. Ce sera pour la V2. Ce sera pour la V2. Vous croyez vraiment que le mouvement est en marche et que ça va... Alors ça, on est absolument convaincus. Et en fait, vraiment, j'en suis convaincue de moi-même, mais ce sont eux qui l'ont confirmé. C'est pas un phénomène de mode, ce qui est en train de se passer. C'est une lame de fond. Et il y a même plusieurs entrepreneurs qui le notent noir sur blanc dans le livre. C'est si les entreprises ne se transforment pas maintenant pour devenir plus responsables, pour répondre aux enjeux qu'on est en train de se prendre en ce moment. C'est une crise climatique, c'est une crise financière, c'est une crise économique, c'est une crise sociale, c'est une crise démographique. Vous pouvez rajouter beaucoup d'adjectifs derrière le mot crise, malheureusement. S'ils ne vont pas répondre à cette demande des consommateurs, ils vont disparaître. Pas demain, mais dans plusieurs années. Il faut absolument que les entreprises se transforment. Et ce qu'on veut nous expliquer dans le livre, c'est que c'est possible. C'est-à-dire qu'on ne veut plus entendre le discours de « mais oui, mais si je fais attention aux petits oiseaux et aux humains, je vais couler, mon entreprise va écouler parce que je ne serai pas rentable. » Non, voilà ce que nous répondons. Non, tu peux très bien avoir des ambitions environnementales, des ambitions sociales sans perdre ta rentabilité. Alors, c'est vrai qu'on parle de la transformation des grands groupes, et là, je crois que c'est peut-être plus compliqué sur une transformation de grands groupes que sur une marque qui prend ces enjeux-là directement dans son ADN, tel 1083 qui s'est créé il n'y a pas si longtemps que ça et qui effectivement a pu se construire autour de ça. En fait, il y a deux modèles qui nous ont été expliqués. Il y a soit l'entreprise qui se construit autour d'une mission, on va prendre Phoenix par exemple, qui se construit autour de la mission de réduire le gaspillage,
principalement alimentaire, mais plus que. Il y a Castelli qui se construit autour de la mission de réduire les bouteilles en plastique. Il y a des entreprises donc, qui se construisent autour de cette mission et qui, d'emblée, vont chercher à être plus responsables. Mais il y a aussi des entreprises qui se sont transformées. Par exemple, il y a 2 reprises. La transformation, elle peut se faire soit progressivement, soit avec à l'occasion d'une reprise. Par exemple, Camif, quand il est repris par Mattelson, Camif, je suis fille d'institutrice, Camif, ça a rempli ma maison pendant toute mon enfance. Ma première clarinette venait de Camif, mes jeans venaient de Camif, tout venait de Camif. Quand j'ai découvert Camif dans un ancien métier où j'étais rédactrice en chef digitale d'un média en ligne, c'est quand la première fois qu'il a fermé pour le Black Friday. Et je découvre, Camif, ça existe encore. Et je découvre Emery, je me dis, mais c'est absolument extraordinaire. C'est un peu grâce à Emery que, c'est Emery qui m'a donné l'idée en fait de ce livre en me disant il y en a d'autres. Oui, il a été assez précurseur sur ce domaine-là. Ouais. Ça marche en fait. Quand il a repris l'entreprise, il se dit bon, ce modèle-là, l'ancien modèle Camis, ça ne fonctionne pas. Comment on fait autrement? Il y a le deuxième exemple de reprise, c'est la brosserie française où voilà, son credo, lui, c'est l'industrie autrement. Il reprend une entreprise de brosserie, donc qui fabrique des fils de brosse à dents, de brosse à cheveux, etc. Parce qu'elle était en train de faire faillite. L'ancien modèle ne fonctionnait pas. Il la reprend et il la transforme complètement. Et en fait, toutes les petites actions, c'est lui qui explique bien toutes les actions. On va se demander comment on fait mieux. Comment on fait mieux et au final... Donc évidemment, il le dit clairement, si on attend d'avoir un filament 100% naturel, on ne met jamais de produit en ligne. On n'attend pas, si la première fois, il y a peut-être 5% de filament naturel, et ben c'est toujours ça de prix. Et la fois d'après, il y a 10% de filament naturel, et ensuite on augmente, et là maintenant, il a un filament à 70% naturel. C'est petit pas par petit pas, toutes les décisions sont prises comme ça, en se disant comment on fait pour faire moins de mal à la nature, favoriser les humains, favoriser les relations, favoriser toutes les parties prenantes, les salariés évidemment, les clients, les fournisseurs, les actionnaires, les banquiers, le territoire. Et nous, on pense même que la nature est une partie prenante dont il faut prendre soin. En fait, il faut un engagement de toutes les parties de l'entreprise. Il faut un engagement de toutes les parties et la responsabilité, elle est douce. C'est-à-dire une entreprise est responsable de ses parties prenantes, mais les parties prenantes aussi sont responsables de l'entreprise. Et quand tous forment un écosystème qui fonctionnent ensemble dans un esprit de collaboration avec de l'intelligence collective, ça fonctionne et ça reste rentable. Vous me parlez de ces 20 exemples-là, mais comment on fait le tri entre les entreprises qui s'affichent comme telles et celles qui font du purpose washing? Parce que moi, c'est toujours ma crainte quand on me sert ce genre de discours. Je dis, mais ok, mais comment est-ce que moi, je peux le vérifier? Vous, en tant que consommateur? Ouais. Moi, comment j'ai fait pour vérifier? Les deux. Alors, moi, pour vérifier, c'est vraiment discuter avec eux. En fait, une entreprise, mais de façon approfondie, une entreprise qui fait ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire qui utilise des arguments verts sans fondement derrière, elle ne tient pas un entretien de 2 heures sur dépouiller toutes les externalités. Et maintenant, la nouveauté, c'est de faire du social washing avec des arguments sociaux. C'est pareil. En fait, quand j'ai donc alors j'en ai interviewé beaucoup plus que 18 qui sont dans le livre. J'ai interviewé beaucoup d'entreprises. Et en fait, quand on leur demandait à chaque fois leur mission, pourquoi vous avez créé cette entreprise, quelle est la mission de votre entreprise, quelle est votre raison d'être, est-ce que vous l'avez formalisée, etc. Et après, j'ai dépouillé toutes les externalités. C'est-à-dire, ton externalité, tu fabriques si, ça rejette quoi, ça fait ça, ok. Et en fait, quelqu'un qui nous fait du greenwashing, il tient pas à l'analyse des externalités. Ça tient pas. Et là, ils sont ils bafouillent encore plus que moi sur ce plateau et ça ne fonctionne pas. Donc ça se voit assez rapidement. Côté consommateur, nous, on est pour que le consommateur soit aidé dans son choix d'entreprise et de produits plus responsables. Il y a différentes techniques qui peuvent exister, qu'on n'a pas mis dans le livre pour le coup, parce qu'à mon avis, c'est plutôt la deuxième partie. Comment la société peut aider peut aider les consommateurs à choisir correctement leurs produits. Ils veulent être... Je suis convaincue, les consommateurs cherchent à avoir des produits plus responsables, plus locaux, à avoir des produits qui sont fabriqués dans des bonnes conditions. Et quand on explique aux gens comment c'est fabriqué, après, ils font leur choix. Mais c'est intéressant cette question de comment j'aide le consommateur à faire le tri, parce qu'on a plein de labels qui existent. Et aujourd'hui, je lisais dans votre livre, vous dites globalement être une entreprise responsable, c'est pas seulement une entreprise labellisée, c'est pas seulement une entreprise qui a une politique RSE, c'est pas seulement une entreprise à mission, c'est un peu tout ça à la fois. Et c'est vrai que pour le consommateur, c'est quand même très difficile de faire le tri. En fait, on considère qu'une entreprise responsable, on peut être une entreprise responsable sans être une entreprise forcément de l'ESS. On peut être une entreprise responsable sans être une B Corp. On peut être une entreprise responsable sans être une entreprise à mission. Mais par contre, les entreprises à mission sont sur la voie de la responsabilité. Pardon, excusez-moi. La responsabilité, c'est un chemin qu'on prend, petite étape par petite étape.
Et après, les labels, je ne sais pas si c'est la meilleure des solutions. Après, on arrive dans des dimensions politiques. En fait, c'est aux politiques d'aider les consommateurs à... Il y a plein d'idées, hein, s'ils veulent. On leur a donné plein d'idées. Hein. Le MOVE, par exemple, qui réunit les entrepreneurs sociaux, ou le mouvement qui s'appelle Nous sommes demain, avec de nombreux entrepreneurs, a mis sur la table plein d'idées. Et beaucoup ont été refusées. Mais dommage. Ça veut dire que le politique n'est pas prêt. Que le politique a peur. Que le politique a peur. C'est fort possible. Vous le voyez, là, il y a eu toute la phase raison d'être. On a beaucoup avec la loi Pacte, très bien. Qui effectivement oblige, enfin non, n'oblige pas, mais propose aux entreprises d'établir leur raison d'être. Là, on est dans une phase, j'ai l'impression, d'un peu de mode d'entreprise à mission. D'un coup, là, c'est en train de prendre. Est-ce que c'est le Graal, l'entreprise à mission ? Il y a énormément d'entrepreneurs que j'ai interviewés qui m'ont répondu. J'aurais demandé, je dis, mais en fait, tu peux être largement entreprise à mission. Ils m'ont tout simplement dit, c'est tout bête, hein, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Oui, si jamais je prenais le temps et l'énergie et les moyens de le faire, je serais entreprise à mission, je coche toutes les cases. Mais certains, hein, ça les intéresse pas. La personne qui a préfacé notre livre, M. Pascal Demurgère, directeur général du groupe Maïf, lui, il est entreprise à mission. Camif, évidemment, est déjà entreprise à mission. Mais c'est des gens qui ont fait cette démarche au tout début, d'ailleurs. C'est des précurseurs, pratiquement. Ouais. Mais il y en a certains qui m'ont dit, oui, mais ça comme le Bicorp, hein, c'est pas que entreprise à mission. Il y a plein qui m'ont dit, j'en ai pas besoin. Je vais le faire. J'en ai d'autres aussi qui m'ont dit, j'y penserai quand je referai mes statuts, quand je vais changer, parce que j'aurai une levée de fonds, quand il y aura un événement un peu particulier qui fera que je rechange mes statuts, là, je penserai à devenir entreprise à mission. Mais dans le cours de mon entreprise au quotidien, j'en ai pas besoin, je ne le fais pas. Donc on peut être une entreprise responsable sans être une entreprise à mission. Merci Claire-Agnès Guettin. Et pour aller plus loin, donc ce livre, Une entreprise responsable et rentable, c'est possible. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de Bismart, l'émission. On se retrouve bien sûr vendredi prochain. Et puis lundi, vous avez rendez-vous avec Stéphane Sommier dès 19h30. Bon week-end. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.